D'accord. Commençons par parler un peu d'hier, qui marquait le 104e anniversaire du Parti communiste chinois. Peut-on dire que le Parti communiste chinois est l'un des partis les plus réussis de l'histoire moderne? Parce qu'il a commencé avec 13 membres. Enfin, ils étaient 15 au départ, mais lors de la première réunion, il n'y avait que 13 représentants, représentant 50 membres. Et aujourd'hui, ils en comptent 88 millions, approchant les 100 millions de membres en Chine. Ils ont totalement transformé la Chine. Peut-on donc dire qu'il s'agit d'un parti très réussi? Un parti très réussi. Je pense que c'est un magnifique euphémisme. Je crois qu'il a transformé non seulement la Chine, mais aussi le monde, et qu'il continue encore aujourd'hui. Son impact sur la Chine, bien sûr, a été colossal. Il est peut-être important de se rappeler l'état de la Chine était-ce en 1919 ou en 1921. Mais au moment de sa création, il s'agissait d'une situation où la Chine avait connu des crises constantes depuis environ les années 1840. La situation ne cessait de se détériorer. La dynastie perdait progressivement le contrôle et devenait de plus en plus corrompue. Elle a ensuite été attaquée par les puissances occidentales, comme nous le savons. Il y a eu des actions prédatrices incroyables de la part des puissances occidentales, ce que même les Britanniques ont appelé les guerres de l'opium. Je ne sais pas comment cela s'appelle en Chine, mais le fait qu'on parle de guerre de l'opium en Grande-Bretagne montre à quel point cet épisode a été honteux. Il y a eu ensuite, bien sûr, des guerres d'agression, des guerres d'une cruauté extrême, menées contre la Chine par les Japonais à la fin du 19e siècle. Ils ont également étendu leur influence sur la Chine. Puis la dynastie s'est finalement effondrée lors de la révolution de 1911. Mais comme le peuple chinois le sait bien, la révolution chinoise a ensuite été usurpée par le général Yuan Shikai, qui s'est proclamé président de la Chine, a tenté de fonder sa propre dynastie, était profondément corrompu et en réalité, je ne sais pas si cela est connu en Chine, est essentiellement un agent du gouvernement britannique. Je veux dire, il était essentiellement là pour faire exactement ce que les Britanniques lui disaient de faire. Puis il a entraîné la Chine dans la Première Guerre mondiale au nom des Britanniques. Et il a laissé la Chine perdre le contrôle de ses régions occidentales et septentrionales. Il y a eu une période de misère économique et de corruption incroyable en Chine à cette époque. Si vous lisez des récits sur l'état de la Chine à ce moment-là, lorsque le Parti communiste chinois a été fondé, c'est insupportable. Ensuite, il y a eu le traitement incroyablement brutal de la Chine par les puissances occidentales lors de la conférence du traité de Versailles. Alors que la Chine, vous savez, était une alliée pendant la Première Guerre mondiale, mais a été essentiellement exclue de la conférence et a continué à être divisée entre les puissances occidentales. Cela a finalement poussé le peuple chinois à cesser ses protestations. Il y a eu les manifestations de 1919, dont je pense que nous avons parlé dans une émission précédente. Et puis, finalement, d'abord, nous avons eu le Kuomintang, qui était à l'époque dirigé par Sun Yat-sen, qui a commencé à mener une sorte de riposte. Et puis nous avons également vu la création définitive du Parti communiste chinois. Et bien sûr, il est important de préciser ceci. La situation en Chine a en réalité continué à empirer, car Sun Yat-sen avait réussi à réunifier la Chine, mais son successeur, le général Chiang Kai-shek, était un monstre de corruption. Là où Yuan Shikai faisait ce que les Britanniques lui disaient, Chiang Kai-shek, lui, suivait essentiellement les instructions des Américains. Puis les Japonais ont de nouveau attaqué, et Chiang Kai-shek a abdiqué toute responsabilité quant à sa direction de la Chine à cette époque. C'est donc le Parti communiste qui a pris la tête de la résistance du peuple chinois face à l'agression japonaise.
Et puis, finalement, pour parvenir à la libération du pays, à sa réunification complète et à la fin du seigneurisme de guerre dans les années 1940. Puis, pour conduire la Chine sur une voie de développement économique et industriel extraordinaire, ainsi que de développement social, matériel et de réorganisation culturelle. Les 20 premières années ont été marquées par de nombreuses périodes difficiles. Des erreurs très graves ont été commises, compte tenu de l'ampleur du défi. On peut dire d'ailleurs qu'il ne pouvait en être autrement. Je suis d'ailleurs quelqu'un qui garde une vision globalement sympathique de Mao Zedong, dont je me souviens, je dois le préciser. Et encore une fois, compte tenu de ce qu'il a accompli, c'est stupéfiant. Et bien sûr, depuis les années 1970, comme je l'ai dit, nous avons vu la Chine se réaffirmer comme l'une des principales nations, non seulement l'une des principales nations, mais comme l'une des deux premières puissances mondiales. Et le peuple chinois a retrouvé sa confiance. Et la Chine, comme même le Financial Times l'admet aujourd'hui, possède une économie stabilisée, en forte croissance, peut-être le leader technologique mondial. Comme je l'ai dit, cela a changé le monde. Donc avec cela, je veux dire, je n'ai donné qu'un très bref résumé de son histoire. Je n'ai pas perdu de temps sur ces conflits internes, qui ne m'intéressent absolument pas d'ailleurs. Je ne m'intéresse vraiment pas à tout cela. Je sais que certaines personnes écrivent des livres à ce sujet. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, pour être honnête. En réalité, si l'on regarde l'arc de son histoire, si l'on considère ses réalisations, si l'on observe ce qu'ils ont accompli, la longue marche, tout ce qui s'est passé depuis, c'est absolument stupéfiant. C'est une histoire épique, menant à l'ascension spectaculaire d'un grand pays, qui d'ailleurs dans les années 1920 en Occident, n'était même plus considéré comme un pays. On le voyait pratiquement comme une future colonie, et parfois on en parlait comme d'une civilisation, mais jamais rien de plus. Une civilisation que les Occidentaux méprisaient en grande partie. Quand j'ai emmené mon fils en Chine cette fois-ci, il m'a posé une question. Vous savez, nous avons visité plusieurs villes, et il m'a demandé quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il a dit, penses-tu que Mao Zedong ou Deng Xiaoping a eu plus d'influence sur la Chine? Parce qu'une chose que l'on peut constater, surtout si l'on va dans des endroits comme Shanghai et Shenzhen, c'est qu'ils pensent que la Chine d'aujourd'hui est clairement celle de Deng Xiaoping. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est la Chine de Mao Zedong. Et je vais le dire, je pense que Deng Xiaoping aurait été d'accord. C'est important de le préciser. Deng Xiaoping avait ses différends avec Mao. Je veux dire, il a connu des hauts et des bas dans les faveurs du régime à différentes époques. Comme je l'ai dit, je ne suis pas personnellement très intéressé par la politique interne de tout cela. Mais je me souviens très bien qu'à aucun moment, lorsqu'il est devenu le dirigeant suprême de la Chine dans les années 1980, il n'a jamais dit que Mao n'avait pas été déterminant dans la réalisation et la création du cadre sur lequel Deng Xiaoping lui-même a construit. Et il n'a jamais soutenu le contraire. Je pense que la plus grande réussite de toutes, celle qui est fondatrice, sans laquelle rien d'autre n'aurait été possible, c'est celle que le parti, sous la direction de Mao, a accomplie entre les années 1930 et 1940, quand, comme je l'ai dit, ils ont finalement unifié la Chine. Quel était ce discours que Mao a prononcé? Le peuple chinois, il est temps pour lui de se lever, ou quelque chose comme ça. Vous connaissez probablement les mots, les paroles célèbres qu'il a prononcées à l'occasion de la fondation de la République populaire. Donc, et je pense que c'est juste, je crois que tout ce qui s'est passé repose là-dessus. Maintenant, je crois ceci. Je pense que Mao avait de grands talents d'organisateur. Je pense cependant qu'il était la personne qui devait diriger le parti et le peuple chinois
à travers les grandes crises des années 30, 40 et 50 également. Je pense qu'ensuite, vous savez, c'est ce qu'ils disent, 70% bons, 30% mauvais. Je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec tout cela, mais je pense qu'il a été façonné pendant cette période révolutionnaire. Et qu'au-delà d'un certain point, ce dont la Chine avait besoin, c'était d'une personne davantage tournée vers la construction. Et je pense que Deng Xiaoping, et Chen Yun d'ailleurs, dont on parle beaucoup en Chine, absolument, mais qui est à peine mentionné en Occident aujourd'hui, étaient des personnes qui devaient intervenir pour bâtir sur toutes ces bases et réparer certains des dégâts causés par Mao lui-même. Mais comme je l'ai dit, il faut finalement se demander, aurait-il existé un Deng Xiaoping ou un Chen Yun sans le Parti communiste? Et le Parti communiste serait-il devenu ce qu'il est sans le leadership de Mao? Mao n'était pas le premier dirigeant du parti. Je veux dire, il ne faut pas séparer Mao du parti. Mais à ce moment absolument crucial, il était nécessaire. Et je pense qu'au final, cela doit faire de lui le plus grand homme. Comme je l'ai dit, peut-être que d'autres personnes, peut-être des gens en Chine, ne seront pas d'accord avec cela. Je ne veux pas être la personne. Je n'écris pas l'histoire de la Chine. Je veux que ce soit absolument clair. Je pense que l'une des pires pratiques coloniales de l'Occident, l'une des choses les plus insidieuses qu'ils font, c'est de s'arroger le droit d'écrire l'histoire des autres nations. Et je pense que c'est une chose terrible. Et je pense surtout que cela n'a absolument aucun sens avec la Chine, de tous les endroits. Mais je peux exprimer mes propres opinions, et ce sont les miennes. Je me souviens du président Mao, comme nous l'appelions toujours, et je me souviens de Deng Xiaoping. J'ai trouvé ces deux hommes extrêmement impressionnants. Mais je pense toujours qu'au final, la figure marquante, c'était Mao. Je me souviens aussi de Zhou Enlai, d'ailleurs, pour qui j'ai également un immense respect. Oui, je pense que la plupart des Chinois seraient probablement d'accord avec toi. Mao est très respecté en Chine. Oui, il a posé les bases. Je veux dire, malgré toutes ces erreurs pendant la révolution culturelle, le grand bond en avant et tout le reste au moment où Deng Xiaoping a ouvert la Chine, des choses comme l'espérance de vie avait augmenté de façon spectaculaire et puis le taux d'alphabétisation avait aussi beaucoup progressé. Donc, cela a constitué de bonnes bases pour que Deng Xiaoping puisse lancer ses réformes. Donc, oui. Et la Chine est un pays uni. Elle possède déjà certaines industries fortes. Elle a une administration. Cela signifie que ce qui est décidé à Pékin sera écouté et que les gens agiront en conséquence dans chaque région du pays. Ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce sont des choses énormes. Ce sont ces éléments que la Chine a perdus pendant le siècle d'humiliation. Et de toute évidence, il a fallu un mouvement extraordinaire. Et je ne dis pas que Mao a joué le seul rôle. Un mouvement extraordinaire, mais aussi une personne extraordinaire pour diriger ce mouvement, pour tout rassembler à nouveau comme cela a été fait. Oui, je veux dire, le niveau d'alphabétisation, l'éducation publique l'a considérablement amélioré. Oui, d'accord. Très bien. Oui, la guerre commerciale. Donc, la Chine et les États-Unis semblent avoir signé un accord commercial, mais nous n'en connaissons pas les détails. Je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations, mais le fait que Trump n'en ait pas fait tout un plat, ça ne nous dit pas quelque chose? Qu'il n'a probablement pas obtenu grand-chose de cet accord. Peut-on dire ça? Cela nous dit absolument tout. À mon avis, l'accord commercial est essentiellement ce qui a été convenu à Genève il y a quelques semaines. Ils ont décidé de le rendre permanent, et je pense que ça convient très bien à la Chine. La Chine a remporté cette manche. Absolument, je veux dire complètement. Il n'y a pas d'autre façon d'en discuter ou de le décrire. Souvenez-vous qu'à un moment donné, il disait
que les tarifs qu'ils imposaient à toutes sortes de pays étaient une manière astucieuse d'isoler la Chine afin de la forcer à faire d'énormes concessions. Eh bien, qu'est-il advenu de tout cela? Et maintenant, Trump veut se rendre en Chine pour rencontrer son grand ami Xi Jinping. C'est assez intéressant. Mais je veux dire, la Chine a gagné. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon de le voir. Et en ce qui concerne les autres pays, à un moment donné, en avril, Peter Navarro a déclaré qu'ils allaient conclure 90 accords en 90 jours. Nous sommes donc maintenant dans cette période de 90 jours. Je ne pense pas qu'ils aient obtenu beaucoup d'accords. D'après Lutnick, le dernier chiffre serait qu'ils vont obtenir un top 10 d'accords. Donc dans ce sens, il ne s'agit pas seulement de cette guerre commerciale contre la Chine, mais globalement, peut-on dire que ce que Trump essayait de faire a échoué? C'était un échec total. Je veux dire, la seule chose qu'il a faite, c'est d'augmenter les droits de douane de 10% sur l'ensemble des produits. Et vous savez, c'est déjà quelque chose. Maintenant, s'il s'était contenté de faire cela et s'y était tenu, il aurait été en position de force pour dire « Eh bien, j'ai changé l'orientation et l'équilibre de la politique commerciale américaine. » Les résultats économiques finaux auraient été une autre question. Mais il aurait pu dire, vous savez, qu'il avait accompli cela. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Il a opté pour ce qu'on appelle des droits de douane de rétorsion. Il a fait tout cela. Il a parlé de tous les grands accords commerciaux qu'il allait signer ailleurs. Nous en avons eu un avec la Grande-Bretagne, qui est un accord absurde. Et l'accord de loin le plus important est avec la Chine. Et il ne veut même pas nous dire de quoi il s'agit. Donc, cela vous montre bien où nous en sommes réellement. Oui. Bien sûr, au-delà de l'accord lui-même, je pense qu'il essaie encore, ou que des personnes autour de lui, je ne sais pas, essaient toujours d'atteindre la Chine d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont signalé que je viens de voir qu'il y a des accusations criminelles contre Huawei, et le juge a décidé que Huawei devait être jugé parce que Huawei essayait de faire annuler ces accusations. Maintenant, une partie de cela serait liée au blanchiment d'argent en rapport avec les sanctions contre l'Iran et des choses comme ça. En fait, c'est en partie la raison pour laquelle Meng Wanzhou a été détenu. Maintenant, après le retour de Xi en Chine, on s'attendait à ce que toutes ces accusations soient abandonnées. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Au moins un juge affirme qu'ils devront probablement faire face à des poursuites pénales devant le tribunal. Vous voyez donc, ils essayent toujours. Il s'agit d'une affaire intentée par le ministère de la Justice, qui est celui de Trump. Et puis une autre chose, Trump a affirmé que TikTok avait des acheteurs. Mais TikTok a toujours eu des acheteurs. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la Chine ne l'approuve pas. Mais malgré tout, il semble qu'ils essaient encore de faire quelque chose pour nuire à la Chine. Vous trouvez pas? Eh bien, absolument. Je ne pense pas que ça ait changé du tout. Je veux dire, ils ont essayé l'option de la guerre économique, mais elle a échoué. Mais ils n'ont toujours pas surmonté leur hostilité viscérale envers la Chine. Je veux dire, c'est toujours là. Donc, vous savez, ils continuent de harceler de harceler Huawei. Ils essaient toujours de mener à bien le vol de TikTok, parce que c'est ce que c'était. Ils feront d'autres choses. C'est désormais, je le crains, une politique structurelle aux États-Unis. Je veux dire, ce que je lis chaque jour sur la Chine dans les médias est juste, enfin c'est en fait effrayant. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils provoquent la Chine et finissent par perdre. La guerre des tarifs a été une énorme défaite. Mais au lieu d'en tirer des leçons, ils continuent et en provoquent une autre. Oui, ils ne s'arrêteraient jamais. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est que je vis ici aux États-Unis.
je pense vraiment que la chose la plus importante pour Trump et pour le gouvernement américain, c'est de se concentrer sur les questions intérieures, non? Il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Le dernier en date, c'est un gros projet de loi. Certains l'appellent le projet de loi des grands milliardaires, parce qu'il fait presque exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. D'un côté, ils augmentent les dépenses, et ces dépenses ne profitent pas vraiment au public, mais sont des dépenses accrues pour l'armée. Et puis ils baissent les impôts pour les riches, ce qui signifie moins de revenus pour l'État, donc il y a moins d'argent qui rentre, mais on dépense plus. Donc clairement, il va y avoir un énorme déficit pour les 10 prochaines années. Et cela nuit aux plus vulnérables. Ils réduisent Medicaid et Medicare à un point tel que de nombreux républicains se révoltent maintenant. Je veux dire, même si cela a été adopté au Sénat, à la Chambre, il y a pas mal de membres républicains qui ne sont pas satisfaits. Vous voyez donc, c'est ce que fait ce grand et beau projet de loi. Ma question est, pourquoi Trump fait-il cela? Ne sait-il pas que ce n'est pas la meilleure approche? Il devrait le savoir. Eh bien, on pourrait le penser. Et on pourrait aussi croire qu'il comprend que c'est quelque chose que sa base électorale n'appréciera pas, une fois qu'elle aura vraiment saisi ce que cela signifie. Je soupçonne que le problème avec Trump, c'est qu'il est, comme tant d'autres, surtout parmi les riches, prisonnier de la pensée économique occidentale conventionnelle, selon laquelle la façon d'augmenter la productivité consiste à donner plus d'argent aux riches, car cela les motivera à travailler davantage. Et la façon de pousser les pauvres à accroître leur productivité, c'est de leur retirer de l'argent, car cela les obligera à travailler plus dur. Je pense que c'est très profondément ancré chez lui. Et comme je l'ai dit, chez beaucoup de membres de la classe des milliardaires, et certainement chez nombre de leurs amis en Grande-Bretagne. Eh bien, vous voyez, c'est en partie le problème avec la démocratie électorale à l'occidentale. Maintenant, les démocrates en parlent. Bien sûr, les démocrates sont très opposés à ce projet de loi, tout comme certains républicains. Et puis, bien sûr, l'opinion publique est que je crois que plus de la moitié des Américains sont absolument en désaccord avec ce projet de loi, même au sein des républicains. Il est donc tout à fait possible qu'aux élections de mi-mandat, l'année prochaine, ils perdent des sièges. Le Parti républicain va perdre des sièges. Mais le problème, c'est que même si, disons, c'est le cas que le Parti républicain en souffre, c'est déjà fait. Vous savez, le fait est que je pense qu'ils finiront quand même par l'obtenir et la loi est en place. Donc c'est toujours comme si l'ordre était mauvais, non? C'est déjà arrivé et ensuite on punit quelqu'un en disant « d'accord, on n'aime pas ça ». Et je trouve aussi qu'aux États-Unis, il est toujours difficile de revenir en arrière. Une fois qu'une chose est en place, une fois que cela devient une loi, il est très difficile de l'annuler, n'est-ce pas? Eh bien, exactement. Je veux dire, les baisses d'impôts du premier mandat de Trump n'ont jamais été annulées. Je veux dire, Biden ne les a jamais annulées. Il a augmenté les dépenses, mais il ne les a pas annulées. Et exactement la même chose va se produire ici. Comme vous l'avez tout à fait justement dit, cela va désormais faire partie de l'architecture économique et politique des États-Unis. Et il est impossible de changer quoi que ce soit autour de cela aux États-Unis. Je dois dire que j'avais quelques espoirs lorsque Trump est devenu président. Mais chaque semaine qui passe me donne l'impression que les perspectives s'assombrissent. Je veux dire, il y a encore quelques bonnes intentions qui émanent de l'administration dans certains domaines, mais quand on regarde la direction générale, tant en politique étrangère qu'en politique intérieure, il me semble qu'on revient simplement à la norme, c'est-à-dire, vous savez, favoriser les riches, taxer les pauvres, frapper les pauvres,
supprimer les quelques protections sociales limitées que possèdent les États-Unis, complètement saboter la politique économique, complètement saboter. Je veux dire, les États-Unis n'ont pas vraiment de politique économique. Pas vraiment. Je veux dire, ils ont des politiques fiscales pour aider les riches, et c'est à peu près tout. Et la déréglementation consiste à rendre quelques personnes de Wall Street encore plus riches. Mais ce n'est pas vraiment une politique au sens où, pour revenir à ce dont nous parlions au début de notre programme, le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois ont des politiques économiques. On a pu le constater avec la soi-disant loi CHIPS, qui n'a jamais produit de puces, et avec l'infrastructure censée créer tous ces points de recharge pour voitures électriques, qui n'en a jamais construit un seul. On déplace d'énormes sommes d'argent, mais on ne prend jamais vraiment le temps de réfléchir à la manière de faire fonctionner tout cela. Je viens justement de regarder un sujet lié à l'Ukraine, concernant l'augmentation de la production d'obus d'artillerie qu'ils devaient réaliser pour la guerre en Ukraine. Les obus d'artillerie eux-mêmes n'ont pas beaucoup changé depuis le début du XXe siècle, donc il s'agit de certaines des choses les plus simples à fabriquer. Et ils prévoyaient d'en produire 100 000 par mois, ce qui représente une fraction de ce que la Russie produit. Et je ne vais même pas commencer à parler de ce que la Chine peut produire. Mais ils n'ont même pas réussi à organiser l'usine pour faire ça. Ils ont dû importer des machines-outils de Turquie. Ils ont dû importer les ouvriers de Turquie. Ils n'ont pas réussi à faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement. Ils n'ont pas réussi à rassembler l'acier. Je veux dire, rien n'était organisé. Il y a donc eu une petite hausse et maintenant, apparemment, la production d'obus est de nouveau en baisse parce qu'il n'y a plus aucun moyen d'organiser efficacement la production de quoi que ce soit aux États-Unis. Et puis-je dire, je veux dire, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire à Elon Musk, et il y en a beaucoup, c'est la seule personne que je connaisse aux États-Unis au cours des 10 dernières années, depuis la mort de Steve Jobs, qui ait réellement réussi à produire des produits industriels, qui semble avoir une quelconque compréhension de la façon d'organiser la fabrication, les chaînes industrielles et ce genre de choses. Et que se passe-t-il? Il est banni dans les ténèbres extérieures. Il n'est pas promu. Je veux dire, vous savez, on lit de temps en temps, par exemple, que le gouvernement chinois a parfois ses critiques et ses différends avec les hommes d'affaires, les industriels, Jack Ma et d'autres comme lui. Regardez ce qui vient d'arriver à Elon Musk. Et il est bien plus central pour toute possibilité de renaissance industrielle et manufacturière aux États-Unis qu'aucun homme d'affaires ne l'est en Chine. La Chine ne permettrait jamais qu'un individu devienne aussi important pour sa structure industrielle qu'Elon Musk l'est devenu pour l'Amérique. Mais même dans ce cas, les Américains se retournent contre lui. Une partie du problème, à mon avis, c'est qu'on met trop l'accent sur les élections en elles-mêmes. Il y a quelques années, par curiosité, je suis allée à une réunion d'une section locale du Parti démocrate. Je me suis dit que là où je vis, les démocrates ont une emprise très solide sur la région, donc ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter des élections locales, puisque ce sont toujours les démocrates qui gagnent. Je pensais donc qu'ils parleraient de la gestion des problèmes locaux, comme les problèmes de voirie, et bien sûr, il y a toujours la question des promoteurs immobiliers qui développent des propriétés auxquelles les habitants s'opposent, ou peut-être la construction d'un Walmart, ce genre de choses. Donc, ce sont vraiment des problèmes très très concrets que nous avons. Donc moi, en tant que résident ici, je me suis dit que je voulais écouter ce qu'ils pensaient. La première chose en arrivant, c'est qu'ils présentaient simplement différentes personnes, d'accord? Et puis tout le monde venait parler, je m'appelle et je me présente pour, c'était pour la prochaine élection,
Je pensais que ça durerait peut-être 30 minutes et qu'après, on parlerait des vrais problèmes. Non, ils ont continué encore et encore. Toute la réunion a tourné autour de ça. Il n'y a pas eu un seul mot sur les questions locales. J'ai vraiment été surpris. Non, j'ai vécu exactement la même chose en Grande-Bretagne. Et je crois avoir mentionné que je suis en contact avec Dominic Cummings, qui était le directeur de campagne et a joué un rôle important dans le Brexit. C'est un homme intéressant et il parle de tout ce qui ne va pas. Il dit que l'un des problèmes en Grande-Bretagne, et c'est pareil aux États-Unis et en Occident, c'est que tout tourne toujours autour du processus et jamais du résultat. Oui, il a tout à fait raison là-dessus. Et je le dis, et je l'ai dit, vous savez, ce n'est pas un secret. Il ne m'en voudra pas de le dire ici. Le problème, ma critique envers lui, c'est qu'il ne parle toujours que du processus, jamais du résultat. Je veux dire, il répète sans cesse, il faut améliorer telle structure, telle autre. Il faut que plus de gens se penchent sur ces questions. Mais il ne propose jamais vraiment comment allons-nous concrètement atteindre X ou Y. Comment allons-nous construire des usines pour faire ceci? Ou comment allons-nous intégrer la Grande-Bretagne dans la résolution du problème de l'Internet, par exemple, qui est un problème énorme ici. Ce genre de sujet n'est plus jamais abordé nulle part en Occident. J'ai l'impression qu'on a tout simplement abandonné ce genre de choses. C'est très étrange. Oui, ma mère, avant son élection, quand je lui parlais du besoin d'un centre culturel ici, pour que les gens aient un endroit où pratiquer différents loisirs ou s'exercer. Vous savez, comme une chorale d'enfants, ou un lieu pour ceux qui veulent faire ce genre d'activité. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Les gens peinent à trouver des endroits pour faire quoi que ce soit. Elle avait montré beaucoup d'intérêt. Il y a jamais eu un article à ce sujet dans notre journal local. Après son élection, essayé de la contacter à ce propos, mais elle a refusé d'inviter. Il y a une énorme activité dans les systèmes politiques occidentaux, mais il n'y a pas d'action. Les deux ne sont pas la même chose. Je veux dire, vous savez, il y a une activité constante. Mais voyez-vous cela? J'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, dans la fonction publique juridique, en quelque sorte en Grande-Bretagne. Et je l'ai vu là-bas aussi. Je veux dire, le nombre de personnes qui faisaient réellement quelque chose était minuscule. Dans mon bureau, j'étais la seule personne qui faisait quoi que ce soit. Je me souviens avoir compté, j'avais environ 40 personnes au-dessus de moi, chacune m'envoyant vers différentes tâches qu'elles voulaient que je fasse, mais elles voulaient des rapports. Elles insistaient pour que je passe une grande partie de mon temps simplement à rédiger des rapports, je me souviens. Mais rien de tout cela n'a jamais abouti à un quelconque résultat. Et c'est ainsi que nous sommes devenus. Nous verrons bien. Je veux dire, je ne sais pas quoi faire, parce qu'ils continueront à agir ainsi, les deux partis. Il y avait aussi un gars que j'ai rencontré à cette réunion en partant. Il était républicain avant, puis il est devenu démocrate, donc il est venu à la réunion. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu sais, est-ce que c'est comme ça les républicains? Il m'a répondu, c'est pire. Alors que puis-je dire? Eh bien, vous voyez, c'est l'un des aspects qui, encore une fois, revenons à notre discussion du début de l'émission, concernant le Parti communiste chinois, à savoir qu'il est enraciné dans la société d'une manière que les partis et mouvements politiques en Occident ne le sont plus. Les partis et mouvements politiques en Occident, comme nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, sont devenus des entités autosuffisantes et indépendantes qui flottent au-dessus de la société. Les personnes qui y participent y sont impliquées. Elles ne sont en réalité en contact avec personne en dehors de cette sorte de bulle politique.
Je ne vais pas prétendre bien connaître le fonctionnement du système en Chine, mais j'ai l'impression qu'en Chine, pour gravir les échelons, il faut s'impliquer dans les usines, les écoles, les bureaux, dans la gestion des villes, dans le bon fonctionnement des villes. Ainsi, vous acquérez cette expérience de gestion des personnes, de gestion de projets et de réussite dans la gestion de projets. Et vous accumulez progressivement cette expérience, ainsi que la confiance qui l'accompagne. En même temps, vous développez ce sens du contact et de la relation avec les gens, que vous ne pouvez jamais acquérir de manière abstraite, aussi instruit et sophistiqué que vous puissiez penser être. Je pense que c'est une différence fondamentale. D'ailleurs, l'une des choses que j'ai remarquées concernant le leadership en Chine, c'est qu'en Occident, nous aimons toujours privilégier des personnes très jeunes, alors qu'en Chine, c'est pas le cas. Ils ne sont pas extrêmement âgés, mais ce sont des personnes qui ont un parcours. Je veux dire, ils ont généralement la cinquantaine ou quelque chose comme ça. Ils ont vu beaucoup de choses et ont beaucoup accompli. Comme je l'ai dit, ils ont gravi les échelons. Et je pense que ça fait une énorme différence. D'accord, donc les médias japonais rapportent que la Chine prévoit d'inviter Trump à assister au défilé militaire pour le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance en septembre. En attendant, les médias occidentaux, du moins pas officiellement, mais ils en parlent, disent que Trump se prépare à une visite en Chine, censément accompagnée d'une grande délégation. Maintenant, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a été interrogée à ce sujet. Sa réponse a été « Oui, nous préparons la célébration de cet événement. À part cela, je n'ai rien de plus à dire. » Donc, elle ne le nie pas. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, le Japon est très sensible à ce sujet parce que Poutine a déjà annoncé sa venue. Donc, si Trump vient, ce sera un événement très significatif, n'est-ce pas? Je suis un grand fan. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'Ushakov, qui est le conseiller de Poutine pour la politique étrangère, a déclaré que cette rencontre, la rencontre entre Poutine et Trump, pourrait finalement avoir lieu à l'automne. Se pourrait-il qu'ils envisagent que l'endroit où ils se rencontreront enfin soit en Chine? Ce serait vraiment extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression que Trump s'invite un peu à la fête. Et nous verrons s'il y va. Je veux dire, j'espère qu'il le fera. Et je vais vous dire ceci. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il y aille. Tout d'abord, cela rétablirait enfin l'idée que ces trois pays se sont unis pour combattre le fascisme et le militarisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'il y a quelque chose de pertinent à ce que les trois dirigeants de ces pays, les trois grands, se réunissent à nouveau de cette manière. Je pense donc que ce serait une bonne chose, et ce serait un signal important pour des pays comme l'Allemagne, le Japon et d'autres endroits dans le monde également. Et bien sûr, il y a tant de sujets dont Trump doit discuter avec Xi Jinping, et il y a beaucoup de choses qu'il doit aborder avec Poutine. Et je pense qu'une rencontre en Chine est probablement le meilleur endroit pour que cela ait lieu. Et bien, indépendamment de tout le reste, il verrait comment un défilé militaire est réellement organisé. Et puis je pense que Trump lui-même aime bien l'idée que s'il amène ces grandes délégations et qu'il signe des accords, ce serait quelque chose dont il pourrait beaucoup parler. Vous savez, ça correspond assez bien à son style, donc je pense que ce serait une bonne chose pour lui. Oui, je le pense. Enfin, j'espère qu'il le fera. Je l'accueillerais favorablement si cela arrivait. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que cette idée vienne de la Chine, mais c'est probablement celle de Trump lui-même. Comme je l'ai dit,
il lui arrive parfois d'avoir de bonnes intuitions. Ce serait le cas ici. Oui, oui. Et il aime attirer l'attention. Maintenant, cet événement attirerait certainement toute l'attention. Oui, oui, oui. Bon, donc le Cambodge et la Thaïlande ont un différend qui n'est pas largement rapporté. Vous savez, les gens en Occident ne font pas attention à cela, mais malgré tout, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de discussions en Chine à ce sujet. Le Premier ministre thaïlandais est maintenant suspendu à cause de l'appel téléphonique divulgué qu'il a eu avec le dirigeant cambodgien Hun Sen. Donc, la Thaïlande, en général, est un pays où le gouvernement civil n'a pas totalement le contrôle de son armée, n'est-ce pas? Correct. Oui, et ce n'est pas inhabituel. Je crois que le Cambodge a aussi une famille royale. Mais il semble que le Premier ministre ou les dirigeants cambodgiens aient plus d'indépendance vis-à-vis de la famille. La famille royale thaïlandaise paraît plus alignée avec leur armée. N'est-ce pas là que réside le problème? Je le pense. Je crois que les systèmes politiques sont en réalité différents, dans la mesure où la monarchie cambodgienne ne s'est jamais vraiment remise de la crise des années 1970. En 1970, eh bien tout d'abord, le roi du Cambodge a abdiqué dans les années 1960, s'est fait nommer Premier ministre et a dirigé le pays par le biais d'élections. Il a ensuite été renversé lors d'un coup d'État en 1970 et s'est retrouvé d'abord en Chine, puis en Corée du Nord d'ailleurs. Mais il a toujours été un ami de la Chine, il faut le préciser, Norodom Sihanouk. Mais je ne pense pas qu'ils aient jamais établi en Cambodge le même type d'autorité qu'ils avaient auparavant. Donc je pense qu'en réalité, Hun Sen dirige principalement les affaires au Cambodge. La Thaïlande possède un système politique extraordinairement complexe, dans le sens où il y a des élections, des factions politiques. Mais le pouvoir s'exerce en réalité d'une manière complètement différente et bien plus opaque, à travers le palais, l'armée et toutes sortes de figures puissantes en coulisses. Il n'est jamais vraiment facile de comprendre qui contrôle la situation et ce qui se passe réellement. Oui, et cet appel téléphonique est très étrange parce qu'ils ont ce grand différend frontalier. Il s'agit de ce temple. Et puis non seulement cela, mais autour du temple, il y a des territoires où, récemment, peut-être pas si récemment que ça, ils ont découvert des terres rares. Donc les terres rares posent toujours problème aujourd'hui, où que l'on regarde. Ils ont donc découvert des terres rares. Bien sûr, cela crée beaucoup plus de tensions à cause de la question des terres rares qui s'ajoute à celle du temple religieux. Et donc, le Premier ministre thaïlandais a en fait appelé Hun Sen, et vous savez, c'était essentiellement un appel privé. Les deux familles s'entendent très bien, donc elle l'a appelé papa, oncle ou quelque chose comme ça, puis ils ont discuté. D'une manière ou d'une autre, cet appel téléphonique a été divulgué par Hun Sen. Pourquoi a-t-il fait cela? Vous savez, cela n'a fait que créer des problèmes pour la Thaïlande actuelle. Enfin, je suppose, une crise pour la Thaïlande. Donc, encore une fois, parlons du quotidien d'un dirigeant politique. Vous savez, il est très important pour les dirigeants politiques de bâtir la confiance. Donc, dans ce cas, Hun Sen a absolument trahi cette confiance. N'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement les dirigeants occidentaux au Cambodge, il a aussi trahi la confiance, c'était un appel téléphonique privé. Pourquoi l'a-t-il divulgué? Eh bien, qui sait? Je veux dire, il a un passé très, comme vous le savez sûrement, il a une histoire très complexe. Je veux dire, il a commencé essentiellement comme un agent des Vietnamiens, je m'en souviens, et puis vous savez, il a consolidé ce contrôle au Cambodge, et je ne suis pas là pour le critiquer. Je veux dire, il a sans doute réussi à stabiliser la situation au Cambodge, finalement. Mais comme je l'ai dit, c'est un homme complexe, et il a probablement toutes sortes de raisons qui lui sont propres
que je ne suis pas vraiment en mesure de déchiffrer. Je me demande, j'ai raison de penser que la Thaïlande cherche à rejoindre les BRICS, n'est-ce pas? Ou quelque chose de ce genre. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se trame autour de cela, en fait. C'est peut-être vraiment de cela qu'il s'agit. Et il se pourrait que Hun Sen cherche à obtenir le soutien des Américains ou quelque chose de ce genre. Je ne vais pas prétendre que je connais bien cette querelle. J'en étais conscient, mais je ne l'avais pas suivie en détail. Mais quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, voilà encore nos amis habituels qui jouent leur jeu habituel, essayant de monter les pays les uns contre les autres, murmurant à l'oreille des gens et disant, vous savez, travaillez avec nous. Si vous le faites, tout ira bien pour vous et vous deviendrez le centre du développement des terres rares en Asie de l'Est et un colosse de l'ASEAN ou quelque chose dans ce genre. Des absurdités d'ailleurs, des balivernes absolues. Et Hun Sen devrait le savoir, mais il est là depuis très longtemps. Donc peut-être que ses contacts avec la réalité commencent à s'estomper. Eh bien, toute cette dispute autour du temple a été, au moins en partie, causée par la colonisation française. Lorsque les Français sont partis, ils ont attribué ce temple, je veux dire, ils ont simplement affirmé que ce temple appartenait au Cambodge. Mais à l'époque, je crois que c'était la Thaïlande qui occupait le temple. Donc, tu vois, il y a un problème immédiat, non? Donc, comme tu l'as dit, c'est le problème habituel laissé par la colonisation, YICAF, qui s'est ensuite aggravé lorsque les États-Unis sont intervenus pour tout compliquer, pour semer la pagaille. Exactement. D'accord. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont prêts à signer un traité de défense mutuelle très large. Selon ce pacte, toute menace stratégique contre l'un des pays pourrait représenter une menace pour l'autre. Eh bien, je pensais que c'était déjà l'article 5 de l'OTAN. Alors pourquoi ne pas signer un autre traité qui dit exactement la même chose que le précédent et que celui d'avant encore? D'une certaine manière, cela pourrait signifier que certains pays en Europe, le Royaume-Uni et l'Allemagne, commencent à envisager l'avenir au-delà des États-Unis. Ils se disent que les États-Unis vont peut-être progressivement se retirer de la scène européenne et qu'il leur faut réfléchir à la manière de forger leurs relations de sécurité pour l'avenir. L'Union européenne est désormais occupée à se donner un rôle militaire, ce qui pourrait aussi être en partie une anticipation de ce retrait. Mais le Royaume-Uni a le problème d'être en dehors de l'UMMR. Il essaie donc de tisser des liens militaires avec les grands pays clés de l'UMMR, la France et l'Allemagne. Et c'est probablement de cela qu'il s'agit. Peut-on dire qu'ils ont un peu peur? Parce qu'en ce moment aussi, les États-Unis ont récemment suspendu la livraison d'armes à l'Ukraine. Je ne connais pas exactement la raison, peut-être parce qu'ils manquent eux-mêmes d'armes, puisqu'ils soutiennent aussi Israël. Et puis, il y a cette interdiction des terres rares par la Chine. Donc, je ne sais pas si tout cela est lié, mais malgré tout, les États-Unis arrêtent la livraison d'armes à l'Ukraine. Ça pourrait-il faire partie des raisons qui les poussent à ce qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis? Non. C'est... Je ne pense pas qu'on puisse sous-estimer ou surestimer l'importance de la décision des États-Unis d'arrêter ou du moins de suspendre les livraisons militaires supplémentaires à l'Ukraine. C'est à mon avis extrêmement important. Apparemment, cette décision a été prise en juin. Je suppose qu'elle a été communiquée aux différents États européens au cours du mois de juin. Je soupçonne qu'ils étaient déjà au courant lors de la réunion de l'OTAN, et je pense que cela explique beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir à cette décision elle-même, la raison pour laquelle elle a été prise, et elle l'a été avant la flambée de violence au Moyen-Orient d'ailleurs, le conflit avec l'Iran,
c'est que les États-Unis se heurtent à des problèmes de capacité. Je me souviens avoir parlé de leur difficulté à produire des obus, mais cela concerne aussi tout le reste. Het intercept defense allied, Petsinterswer. Patriot air defense interceptors and all of that. And we come back to the thing, the governing. Et nous revenons à cette question, l'obsession dominante aux États-Unis. Ce que je dis toujours, tout, au final, tourne autour de la Chine. La personne au sein du Pentagone qui aurait joué un rôle clé dans cette décision est Elbridge Colby. Et sans surprise, quel est le cheval de bataille d'Elbridge Colby? C'est celui qui dit « Nous devons nous concentrer sur la Chine. Tout ce que nous avons, nous devons le consacrer à la Chine. Nous manquons d'armes. Les quelques armes qui nous restent, nous devons les économiser afin de nous préparer à notre grande guerre contre la Chine. » Voilà la logique du Pentagone. Cela coupe donc évidemment l'herbe sous le pied de l'Ukraine, ce que tous les dirigeants européens comprennent désormais. Et je pense qu'ils réalisent peu à peu que le soutien américain sans limite à l'Ukraine a pris fin et que la guerre en Ukraine, par conséquent, va être perdue. Ils doivent donc aller au-delà de cela, car si les États-Unis se concentrent désormais sur la Chine et l'Indo-Pacifique, et peut-être le Moyen-Orient, cela signifie que les Américains ne seront plus autant présents en Europe. Cela veut donc dire, en retour, que les Européens doivent commencer à réfléchir à leur propre sécurité. Ils élaborent donc tous ces accords de sécurité. Ils mettent en place toutes ces dispositions pour renforcer leurs industries militaires. Ce qui, soit dit en passant, personne en Europe, je dois l'expliquer aux gens en Chine, personne en Europe ne croit vraiment que cela fonctionnera un jour. Mais ces accords de sécurité sont conclus, et hier, Emmanuel Macron a finalement fait ce que les dirigeants européens doivent faire. Il a téléphoné et parlé à Poutine. Très bien. Mais qu'a-t-il dit? Oh, c'était une rencontre extraordinaire. La conversation a duré 2 heures. Apparemment 2 heures, soit plus longtemps que n'importe quel appel entre Poutine et Trump. En résumé, ils se sont mis d'accord sur le Moyen-Orient, ils se sont entendus sur l'Iran, et ils ont convenu de travailler ensemble pour tenter d'empêcher toute reprise du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et ils étaient tous deux implicitement d'accord pour dire que l'attaque contre l'Iran était une erreur. Mais ils étaient en total désaccord concernant l'Ukraine. Il semble que la majeure partie de la conversation est portée sur le Moyen-Orient. Eh bien, le Moyen-Orient, je veux dire, ils ont également rapporté qu'il y a beaucoup d'envois en provenance d'Europe vers Israël, ce qui pousse beaucoup de gens à penser que Israël fait maintenant des réserves et se prépare pour la prochaine phase. Donc, la situation est très fragile, n'est-ce pas? C'est le cas. Je veux dire, c'est exactement ce que c'est. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce que nous avons, c'est un cessez-le-feu très très instable. L'Iran semble toujours disposer de sa capacité d'enrichissement. Au moins, il a les scientifiques, il a la capacité de fabriquer des centrifugeuses, et il a peut-être son stock d'uranium. L'AIEA, l'accès lui a été fermé par l'Iran. Donc aucun des problèmes de fond n'a été résolu. Les Iraniens refusent de négocier avec les Américains à moins de recevoir des garanties qu'Israël et les États-Unis n'attaqueront plus l'Iran. Les Américains ne veulent probablement pas donner ces garanties. Et de toute façon, quelle serait la fiabilité de telles garanties? Personne ne sait si les Iraniens vont maintenir leur position selon laquelle ils n'acquerront pas d'armes nucléaires, ou s'ils pourraient, en réalité, poursuivre un programme d'armement nucléaire. Donc, compte tenu des incertitudes, il existe un risque très très élevé, je dirais même une probabilité, que, à moins qu'un accord ne soit trouvé et conclu dans les prochaines semaines ou mois, pour sortir de cette impasse, nous assistions à une nouvelle attaque israélienne ou à une attaque américaine contre l'Iran.
Nous sommes donc, vous savez, dans une pause très instable et insatisfaisante en ce moment. Vous voyez, je trouve que Trump, avant de devenir président, disait qu'il voulait cet accord de paix, qu'il voulait ce cessez-le-feu, il disait toutes ces choses. Il y a un moyen très simple pour Trump de le faire. S'il arrête de soutenir des pays comme l'Ukraine avec des armes, s'il arrête de soutenir Israël avec des armes, alors les combats cesseront tous. Mais il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Que puis-je te dire? Pourquoi te dis-je, Sophia, que tu es trop chinoise, que tu abordes ces choses de manière trop rationnelle? Tu as absolument raison. Et si l'on parle de l'Iran en particulier, l'accord, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, était sur la table. Les Américains disaient qu'ils ne voulaient pas que l'Iran acquiert l'arme nucléaire. L'Iran disait qu'il ne voulait pas acquérir l'arme nucléaire. Les deux parties étaient d'accord sur l'objectif final. Le seul problème donc était de trouver des mécanismes pour y parvenir. Et ces mécanismes n'auraient pas été difficiles à mettre en place. L'IAEA était déjà présente en Iran, on aurait pu s'appuyer là-dessus et on aurait pu parvenir à un accord solide et satisfaisant qui, il faut le dire, aurait probablement été très similaire à celui de 2015 que Trump lui-même a déchiré. Donc, vous savez, c'est un problème tout à fait solvable. Et nous nous retrouvons maintenant dans une situation bien pire, celle que je viens de décrire, où personne ne sait vraiment, probablement même pas l'Iran lui-même, ce qu'il va faire à l'avenir. Donc vous voyez, c'est une situation vraiment mauvaise. Et l'attaque contre l'Iran, loin de résoudre quoi que ce soit, a rendu les choses bien pires. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je pense que vous savez, les Iraniens doivent commencer à écouter les conseils de leurs amis. La Russie leur a donné de bons conseils. La Chine leur a donné de bons conseils. Les Chinois et les Russes leur ont dit qu'ils étaient prêts à aider. Fait intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais le ministre iranien de la Défense aurait manifesté de l'intérêt pour le JF-17, l'avion que possèdent les Pakistanais. Par tous les moyens, achetez vos armes à la Chine, achetez vos armes à la Russie. Faites tout cela. Mais écoutez leurs conseils concernant votre programme nucléaire. Devenir une puissance nucléaire n'est pas dans l'intérêt propre de l'Iran. Mais travaillez avec les Chinois et les Russes. Ils peuvent probablement vous aider à parvenir à un bon accord. Mais bien sûr, ce que les Iraniens vont faire est une autre question. C'est une situation très mauvaise, et nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette position. La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation terrible, d'abord, la responsabilité en incombe à Israël, évidemment, mais aussi à Donald Trump aux États-Unis. Eh bien, l'Iran vient justement d'opérer un changement stratégique. Ils ont abandonné le GPS et vont désormais utiliser le système chinois Beidou pour leur navigation. La seule surprise ici, c'est qu'il leur ait fallu autant de temps pour le faire. On pourrait penser que c'est la première chose qu'ils auraient dû faire, non? Ils auraient dû le faire il y a des mois et des mois. Une explication, il y a beaucoup de discussions à ce sujet dans les médias chinois, c'est qu'il existe encore en Iran des factions très pro-américaines. Donc ils ne sont pas totalement unifiés en Iran. Est-ce que cela pourrait être le problème? Les personnes en Chine qui disent cela ont tout à fait raison. C'est un problème récurrent. L'Iran a toujours été très réticent à s'engager pleinement dans des relations solides avec la Chine et la Russie. Maintenant, avec la Russie, il y a des raisons à cela, car la Russie et l'Iran ont une histoire très compliquée l'un avec l'autre. Ils se sont affrontés lors de 5 guerres, un fait peu connu. D'ailleurs, ce sont les Russes qui ont remporté la plupart de ces guerres. L'Iran a perdu l'Azerbaïdjan à la suite de ces conflits.
Les Soviétiques ont envahi l'Iran aux côtés des Britanniques dans les années 1940. Et ils avaient de bonnes raisons de le faire. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il semblait que l'Iran pourrait s'allier à l'Allemagne. Les Soviétiques occupaient Téhéran au moment de la célèbre conférence de Téhéran, lorsque Staline, Churchill et Roosevelt se sont rencontrés, juste pour situer. Quoi qu'il en soit, il existe une longue histoire de relations difficiles entre la Russie et l'Iran. Donc les Iraniens ont quelques raisons de se méfier des Russes. Ils n'ont absolument aucune raison de se méfier de la Chine. Ils n'ont jamais eu de relations difficiles avec la Chine. Mais il existe une très grande partie de la société iranienne qui aspire à de bonnes relations avec l'Occident et considère que l'objectif principal de la politique étrangère iranienne est de revenir à une normalisation des relations avec l'Occident et de convaincre les États-Unis de lever les sanctions contre l'Iran. Et cela les a menés, je pense, à toutes sortes d'erreurs. L'une d'elles a été de s'en tenir au JCPOA. Je veux dire, ils n'auraient pas dû y renoncer il y a seulement quelques jours ou quelques mois, ils auraient dû y renoncer il y a des années, quand l'option de se tourner vers le système chinois existait déjà. Donc c'est la première chose. C'était leur première. Enfin, c'est un exemple. Mais je pense que toute cette affaire d'enrichir l'uranium jusqu'à 60% pour essayer d'utiliser cela comme monnaie d'échange avec les Américains a toujours été viciée. Car quel était le but de cette monnaie d'échange? Au final, obtenir que les Américains lèvent les sanctions contre l'Iran. Les Américains n'ont pas levé les sanctions contre l'Iran. Ils ont attaqué l'Iran à la place. Il aurait été bien préférable pour l'Iran de travailler au développement de ses relations avec les BRICS, de s'engager pleinement auprès des BRICS, de développer des relations solides avec la Chine, de développer également des relations solides avec la Russie, qui est son voisin, et de mettre de côté le passé conflictuel qui existait entre eux. Je pense que l'ancien président iranien, Ebrahim Raisi, l'avait compris. Mais je pense que l'actuel, Pezeshkian, ne le comprend pas. Je crois qu'il pense encore que l'Iran a un avenir en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis et avec l'Occident. Le résultat, c'est que l'Iran mène une diplomatie trop compliquée qui l'entraîne dans des pièges dont il doit se sortir. Et je pense que les personnes en Chine qui ont fait cette analyse, une fois de plus, font preuve d'une grande perspicacité et ont très bien compris la situation. N'est-ce pas un problème que les Soviétiques ont eu? Non? Gorbatchev et Eltsine, ils avaient tous cette idée, même dans une certaine mesure au début, je pense que Poutine aussi, qu'ils pouvaient collaborer étroitement avec l'Occident. D'une certaine manière, ils n'y croient plus aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai eu de nombreuses conversations avec des Russes à ce sujet, et ils en sont venus à réaliser, pas tous les Russes, il y a encore une minorité qui pense autrement, mais ils en sont venus à réaliser que cela a été leur désastre constant. Pourquoi l'Union soviétique et la Chine se sont-elles disputées dans les années 1950 et 1960? C'est parce que Khrouchtchev a sacrifié l'alliance avec la Chine afin d'obtenir de meilleures relations avec l'Occident. Qu'est-ce que cela a entraîné? L'effondrement de l'Union soviétique, finalement. Et je dois dire, en toute honnêteté, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens en Russie qui comprennent cela, y compris au sein de la direction politique et de la classe politique. Et ce que vous entendrez toujours dire maintenant, c'est que la querelle avec la Chine a été la plus grande erreur de l'Union soviétique. Je veux dire, cela a été la cause ultime de tout ce qui a mal tourné. Mais vous avez tout à fait raison. Poutine voulait encore améliorer les relations avec l'Occident. Il comprend maintenant que c'est impossible. Les Russes, intellectuellement et mentalement, ont dépassé cela, je pense.
Mais en Iran, ce n'est pas le cas. Je veux simplement rapporter quelque chose qui rejoint exactement ce que ces personnes, les internautes, disent à propos de l'Iran. J'ai en fait eu une discussion sur l'Iran avec quelqu'un que j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg lorsque j'intervenais à ce forum juridique. Et c'était un civil, je dois le préciser. Ce n'était pas quelqu'un de l'armée. Il était russe. Et il m'a dit que les Russes avaient eu diverses relations avec l'Iran au cours des 3 ou 4 dernières années et qu'ils avaient constaté que l'Iran était un pays très difficile à aider. Il y a toujours cette idée que d'une manière ou d'une autre, conclure un accord avec vous ou même avec la Chine ou rejoindre les BRICS, c'est une solution de second choix. Le mieux serait d'améliorer les relations avec les États-Unis. Et bien sûr, premièrement, ce n'est de toute façon pas vrai. Je veux dire, il n'y a aucune raison pour que les relations avec la Chine et la Russie soient un second choix. Mais deuxièmement, ce qu'ils imaginent être le mieux n'est même pas proposé. Ouais, c'est même pas une option. Ouais, eh bien c'est ça le problème, je pense. Des pays comme la Russie et la Chine, eh bien dans une certaine mesure, il y a aussi des forces en Chine qui veulent, vous savez, entretenir de bonnes relations avec l'Occident. Mais le problème, je pense, du moins ce que la Chine a compris maintenant, c'est que la Chine est tout simplement trop grande. Et c'est la même chose avec la Russie. La Russie est tout simplement trop grande, trop puissante en tant que pays, pour que les États-Unis l'acceptent sur un pied d'égalité, parce que les États-Unis se sentiront toujours très mal à l'aise face à une Russie puissante ou une Chine puissante. C'est toujours le problème. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, il faut reconnaître qu'il y a une différence entre les relations de la Chine avec l'Occident et celles de la Russie avec l'Occident. Et cela, je l'ai déjà remarqué d'ailleurs, il y a bien longtemps, dans les années 70, lorsque Nixon est venu à Pékin et a rencontré Mao et Zhou Enlai. Et tout cela, c'est que les Chinois ont toujours eu, dans leurs relations avec l'Occident, une immense confiance en eux, que les Russes n'ont pas, ou du moins n'avaient pas jusqu'à très récemment. Apparemment, Staline l'avait. Je veux dire, il n'était ni impressionné, ni effrayé par l'Occident, mais les dirigeants qui lui ont succédé, Khrouchtchev, Brejnev et tous les autres, étaient fascinés par l'Occident. Les Chinois, eux, ne l'ont jamais été. Et je pense que cela est beaucoup plus répandu au sein de la société chinoise, parce que la Chine est un pays extraordinaire, avec une histoire extraordinaire et une immense confiance culturelle en elle-même. Et je pense qu'après que le Parti communiste chinois a accompli cet événement, je crois qu'on l'appelle la libération en Chine, après qu'ils l'ont accompli, il n'y a pas eu de retour en arrière. Je veux dire, vous savez, cela a restauré leur confiance en eux-mêmes. Et ils n'ont jamais vraiment été impressionnés par l'Occident de la même manière. Parce qu'après tout, pourquoi le seraient-ils? Alors que les Russes, un pays beaucoup plus jeune, bien moins sûr de lui, ont toujours été jusqu'à très récemment impressionnés par les Américains. Et les Iraniens le sont encore. Eh bien, on peut alors dire que le plus grand accomplissement du Parti communiste chinois est probablement d'avoir redonné confiance au peuple chinois. Absolument. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. J'en suis absolument convaincu. Et c'est en partie parce que les Chinois, la direction du Parti communiste chinois, Mao en tête, n'ont jamais manqué de cette confiance en eux, de cette foi en eux-mêmes. Si l'on regarde Khrouchtchev et ses interactions avec les dirigeants américains, on perçoit bien son sentiment d'infériorité. Il y a une scène extraordinaire où il se dispute avec Nixon pour savoir qui, des Américains ou des Russes, a les meilleures cuisines. Des choses complètement absurdes. Pouvez-vous imaginer quelqu'un comme Mao ou Zhou Enlai se lancer dans une telle dispute avec Nixon?
Je veux dire, il y a beaucoup de pays en développement qui essayent de copier la Chine, qui pourraient commencer par avoir confiance en eux. Tu vois, même l'Iran, non? Eh bien, en effet, absolument, y compris l'Iran. Je veux dire, l'Iran a lui aussi connu une histoire difficile. C'était essentiellement un protectorat de la Russie et de la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Les Russes et les Britanniques se partageaient l'Iran en zone d'influence et ce genre de choses. Et puis, comme je l'ai dit, il a connu une histoire très difficile par la suite. Et après la Seconde Guerre mondiale, ce sont essentiellement les Américains qui dirigeaient tout là-bas. Donc, ils ont tous ces problèmes à surmonter. Mais comme vous l'avez justement dit, ils devraient regarder la Chine et observer la confiance en soi que la nation chinoise a acquise. D'accord. Très bien. C'est toujours intéressant de discuter avec vous. Alors, parlons-nous la semaine prochaine. Absolument. J'ai hâte. Passez une excellente journée. Toi aussi. Au revoir.